la réaction à l'assassinat de Fakhrizadeh, probablement par les services israéliens, ce n'est pas une initiative militaire, ce n'est pas la liquidation d'un haut gradé de l'armée israélienne, ou ce n'est pas une attaque contre Haïfa, comme ils le disent, mais dont ils sont incapables de faire. C'est l'heure d'accueillir dans notre studio Richard Darmon pour sa chronique hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Richard. Alors ce matin, vous avez choisi de revenir sur un événement marquant, l'élimination assez spectaculaire de Mohsen Fakhrizadeh, qui est considéré comme le père du nucléaire iranien. Tout à fait. Et en fait, cet événement est intervenu dans un entre-deux très important. C'est aussi l'entrée prévue le 20 janvier prochain du nouveau président américain démocrate élu, donc Joe Biden. Et la concomitance de ces deux événements crée une nouvelle situation. Alors, pour en parler avec nous en ligne aujourd'hui, depuis Paris, Michel Taubman. Bonjour et shalom, Michel. Shalom. Et Michel, vous êtes journaliste, ex-chef du bureau parisien de l'information à la chaîne franco-allemande Arte. Vous êtes aussi ex-rédacteur en chef de la revue des Deux Mondes et puis essayiste et actuellement directeur d'ouvrage aux éditions de l'Archipel, ainsi que co-auteur avec Ran Panham d'un livre sur l'Iran qui est paru en 2009 aux éditions de Noël et qui s'intitule « L'histoire secrète de la révolution iranienne ». Alors actuellement, je suis maintenant rédacteur en chef de la société de production audiovisuelle Zebra Productions. Et je suis collaborateur de la revue Politique Internationale. Eh ben, tant mieux, vous avez donc un emploi du temps bien rempli, comme beaucoup d'éditorialistes. Alors que je le disais tout à l'heure, dans moins de 50 jours, le président démocrate Joe Biden, élu, entrera dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Son entourage a clairement fait entendre que l'un des premiers dossiers de politique étrangère auxquels il s'attellera sera de relancer justement des négociations directes avec l'Iran afin que les États-Unis puissent, sur certaines conditions, à préciser d'ailleurs, réintégrer le fameux traité de Vienne JCPOA qui était passé en juillet 2015 entre Téhéran et les grandes puissances de la planète sur le programme nucléaire iranien. Un accord qui avait été dénoncé, on s'en souvient, en 2018 par l'administration Trump. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreux changements sont intervenus au Moyen-Orient lors des 3 derniers mois, dont surtout la normalisation des relations d'Israël avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan, voire avec d'autres pays de la région du Golfe Persique. Des pays qui s'opposent justement à tout accès de l'Iran à l'arme nucléaire et qui sont donc tous d'accord avec Israël pour que l'Amérique ne revienne pas au traité de Vienne. Alors Michel Taubman, pensez-vous que ces importants changements que j'évoquais intervenus dans la région et qui ont été suivis justement de l'élimination de Fakhrizadeh risquent d'affecter, voire d'atténuer l'ardent désir de la future administration Biden de rejoindre à nouveau le traité de Vienne ? Écoutez, vous savez, d'abord, il ne faut pas faire de politique fiction. On a des intentions qui sont affichées dans une campagne électorale par Joe Biden. Et puis, il y a les réalités aujourd'hui. Il y a les réalités et les intérêts des États, des uns et des autres. De ce point de vue-là, par exemple, je pense qu'il faut être un peu plus nuancé que nous le sommes, que vous l'êtes, mais que je suis aussi, moi, parfois, dans l'enthousiasme des accords d'Abraham qui justifient d'être enthousiaste, parce que c'est un événement historique. Mais par exemple, les Émirats arabes unis ont condamné la liquidation physique de ce cerveau, dont vous venez de parler, de ce cerveau Fakhrizadeh, ce cerveau du programme nucléaire iranien. Ils l'ont condamné dans les mêmes termes d'ailleurs que l'Union européenne, en disant que c'était un horrible assassinat. Donc les choses sont plus nuancées. Les Saoudiens, eux, sont beaucoup plus durs par rapport à l'Iran que les Émirats arabes unis. Les choses sont nuancées et je pense qu'il faut, même si tout est lié, chaque chose est différente. Alors du point de vue de l'administration américaine, la principale préoccupation de Joe Biden, ça ne va pas être l'Iran, ni même le Moyen-Orient, ça va être le Covid. Comme tous les pays du monde, et plus que d'autres encore, les États-Unis sont confrontés à 2 échéances essentielles. La sortie de la crise sanitaire, la réussite des vaccinations. Rien n'est joué, rien n'est gagné. Et les États-Unis sont l'un des pays les plus marqués au monde par cette affaire. Et puis, la relance économique. Et d'ailleurs, curieusement, les Iraniens sont aussi un des pays les plus touchés au monde. Vous savez, peut-être même le plus touché au monde proportionnellement. Là, le régime iranien vient d'annoncer qu'il avait passé le cap des 50 000 morts. 50 000 morts
pour un pays de 82 millions d'habitants, c'est à peu près le ratio français, le ratio des grands pays européens, du Royaume-Uni, qui a un peu moins d'habitants, un peu moins de morts, de l'Italie, de la France, de l'Espagne. Mais les chiffres réels de morts en Iran sont bien supérieurs à 50 000 morts. Hein. Donc l'Iran est très affaibli par les sanctions américaines, par le coronavirus, par les frappes israéliennes auxquelles l'Iran est incapable de répondre depuis des mois, voire des années, sur les bases iraniennes en Syrie, et par cette élimination d'un de ses leaders, d'un des chefs, des gardiens de la révolution. Donc, chaque pays aura d'abord comme préoccupation des préoccupations internes, et la question d'un nouvel accord sur le nucléaire, de ce point de vue-là, n'est pas à l'ordre du jour dans les prochains mois. Alors, pour d'autres raisons, c'est que les conditions d'un retour à l'accord de 2015 n'existent plus. C'est totalement impossible. On ne peut plus revenir à l'accord de 2015 pour différentes raisons dont on peut discuter maintenant, si vous voulez. Alors justement, est-ce que la situation n'est pas en train de se tendre dans le sillage de cette élimination de ce cerveau du nucléaire iranien, dans la mesure où, alors que l'équipe de Joe Biden a fait savoir qu'elle souhaiterait lever, si c'était possible, le train de sanctions économiques qui a été imposé par Trump depuis quelques années, en fait, notamment, a-t-on précisé, si Téhéran limitait son programme de fabrication de missiles et son soutien financier et logistique aux groupes terroristes chiites ou pro-chiites de la région, en fait, on voit ces derniers jours que les dirigeants iraniens, à commencer par le Parlement iranien, proclament que l'accord de Vienne n'est plus négociable et mieux que ça, ils ont accélérer la production d'uranium enrichi à 20%. Il y a eu même, je crois, hier, le groupe E3 des ministres des Affaires étrangères des 3 pays les plus importants en Europe, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont déploré que les Iraniens avaient installé dans le site de Natanz des centrifugeuses ultra rapides et avaient aussi stoppé toute entrée des équipes d'inspection de l'ONU. On a l'impression que le bras de fer est à nouveau reparti et qu'il y a, si vous voulez, il y a tout sauf une actualité d'une négociation possible pour que les États-Unis réintègrent l'accord de Vienne. Est-ce que, toutefois, vous pensez qu'il y a quand même des risques que Joe Biden, vu son profil, se montre plus souple que la situation le permettrait en cédant à certaines menaces iraniennes ? Alors écoutez, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision caricaturale de Joe Biden. Joe Biden était le vice-président de Barack Obama, il a adhéré à la politique de Barack Obama, mais aujourd'hui, quand on voit la composition de son équipe, par exemple, l'homme qu'il a choisi pour être son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État, il appartient à l'aile droite du Parti démocrate. C'est ce qu'on appelle un faucon humanitaire, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces démocrates, comme Hillary Clinton, par exemple, et comme d'autres, qui avaient voté pour l'intervention américaine en Irak en 2003, ce qui n'était pas le cas de Barack Obama, qui, lui, avait émergé en politique contre cette intervention américaine en Irak. Alors, cette intervention a mal tourné, etc., mais on voit la nouvelle équipe qui se met en place autour de Biden sur des postes stratégiques, le futur ministre de la Défense, dont on devrait connaître le nom aujourd'hui, qui est un général à la retraite, ce ne sont pas des tendres, c'est pas les gauchistes. Il ne faut pas imaginer que ce sont les gauchistes des universités américaines qui vont diriger l'administration américaine. C'est pas du tout ça. Ça, c'est une aile marginale du Parti démocrate qui fait beaucoup de bruit dans les universités et qui a voté pour Biden contre Trump. Mais ceux qui vont diriger l'administration américaine sur les questions de politique internationale, alors ce sont des gens qui, à la différence de Trump, sont partisans du multilatéralisme, vont recoller les liens avec les administrations européennes, avec les Européens, mais ils vont continuer d'abord à défendre les intérêts de l'Amérique, ce qui est normal, chaque État défend ses intérêts, et c'est dans ce cadre-là qu'ils vont revoir la question de l'accord avec l'Iran. Alors, sur la question de l'accord avec l'Iran, les conditions, cet accord est en miettes aujourd'hui. Il est en miettes d'abord parce que Donald Trump a décidé que les États-Unis en sortiraient en 2018. Les Iraniens ont, dans un premier temps, dit c'est scandaleux, nous on est attachés à l'accord, mais
le fait que les Américains s'en sont retirés, ça a permis aux Iraniens de reprendre le programme nucléaire et de le reprendre ouvertement, même s'ils n'avaient pas totalement abandonné souterrainement leurs ambitions de fabriquer une arme atomique. Et donc, les deux parties se sont séparées. Le fossé est aujourd'hui énorme. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, la réaction à l'assassinat de Fakhrizadeh, probablement par les services israéliens, c'est pas une initiative militaire, c'est pas la liquidation d'un haut gradé de l'armée israélienne, ou c'est pas une attaque contre Haïfa comme ils le disent, mais dont ils sont incapables de faire. C'est des paroles, et les paroles, c'est de dire on va maintenant sortir complètement de l'accord sur le nucléaire, on va fabriquer de l'uranium enrichi à 20%, ce qui est le seuil. Ce n'est pas le seuil qui permet de fabriquer l'arme atomique, mais c'est un seuil décisif. Après, il est plus facile de passer de 20% à 90% que de passer de 5% à 20%. Donc, c'est une accélération, et c'est de dire on va maintenant refuser les inspections de l'AIEA. Donc, ça veut dire qu'on met en miettes le programme nucléaire, qui était l'œuvre de Rouhani, de son ministre des Affaires étrangères, et ce sont des gens qui sont sur le départ, puisqu'on va avoir une élection présidentielle en Iran au mois de juin, donc dans 6 mois, et qu'aujourd'hui, l'élection se jouera entre conservateurs durs, conservateurs ultra, et ultra-conservateurs, et ultra-dur. Alors, ça ne va pas jouer entre réformateurs et conservateurs. Et donc, les discours iraniens dans les prochains mois seront des discours très durs, hein. La réalité de leur capacité de riposte militaire, elle est quand même minime, parce qu'ils savent très bien que s'ils peuvent attaquer Israël via le Hezbollah, ils peuvent le faire, ils peuvent causer des dégâts à Israël, y compris aux populations civiles, mais les dégâts qui seront provoqués en retour seront évidemment 10 fois, 100 fois supérieurs. Et bon, c'est un régime qui agite un fanatisme idéologique, mais ceux qui tiennent les rênes, ce sont de froids calculateurs, et ce sont des gens qui tiennent à leur pouvoir politique et à leur existence physique. Alors, sur Fakhrizadeh, je ne pense pas que ça affaiblisse le programme nucléaire iranien, parce que même si on dit que c'était le cerveau de ce programme, ça ne repose pas que sur un homme, bien sûr. Par contre, c'est un signal qui est donné au régime qui est terrible. Ça prouve que ce régime qui fait travailler des policiers d'une police des mœurs pour aller vérifier sous le foulard de chaque jeune fille dans les rues de Téhéran s'il n'y a pas une mèche qui dépasse, ce régime qui instaure la terreur dans la vie quotidienne des gens dans son pays, il n'est pas capable de protéger les plus hauts gradés des gardiens de la révolution. Et donc, ça veut dire, c'est ça qui est inquiétant pour le régime, c'est ça qui est inquiétant pour Khamenei, c'est de savoir que Israël, probablement, parce que ce n'est pas revendiqué officiellement, que le petit Satan, que l'ennemi sioniste, etc., est capable de frapper à l'intérieur du pays et bénéficie de complicité à l'intérieur du régime. Et c'est ça qui est inquiétant politiquement, plus que le fait que ça n'entrave pas le programme nucléaire, ça va plutôt les inciter à l'accélérer, mais c'est un signal de faiblesse de ce régime. Et à l'égard de la population, ça montre quand même que c'est ce régime qui fait peur. Il est fort avec les faibles, mais il est faible avec les forts. Et quand il y a plus fort que lui, il n'est pas capable de réagir. Et je suis prêt à parier qu'ils ne riposteront pas militairement, comme ils n'ont pas riposté vraiment à l'assassinat de Soleimani. Souvenez-vous, Soleimani, le chef des brigades Al-Quds, le grand ordonnateur de l'expansion de l'islamisme iranien hors des frontières de l'Iran, à travers la guerre en Syrie, etc. Il a été assassiné l'année dernière. Ils ont promis les flammes de l'enfer contre les Américains, contre les Israéliens, etc. Et ça s'est soldé par quelques petites frappes contre des bases américaines en Irak. Donc là, il y aura peut-être une riposte. D'accord. Mais Israël ne craint pas grand-chose. Écoutez, Michel, merci beaucoup. On aurait eu d'autres questions à vous poser. Comme on arrive au terme de notre temps imparti, je vous remercie d'avoir été disponible tôt le matin à Paris. À bientôt et bonne santé. Merci. Voilà. Merci beaucoup Richard Darmon. Richard Darmon et sa chronique Israël au Moyen-Orient, au cœur du Moyen-Orient.